Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths c'est complexe. Alors c'est un wikibook. Alors j'ai un peu changé la présentation de mon travail. Alors maintenant il y a la bibliothèque et les propriétés et applications. Donc on va aller dans bibliothèque. Alors Gauss Jordan. Alors il y a total pivoting et là partial pivoting avec les variables libres. Alors j'ai fait un petit travail sur les variables libres. Alors naturellement il vous faudra charger ces nouveaux fichiers. Alors là on va faire un exemple avec vérification chez Octave. Alors on a une matrice AB, d'accord. Alors A c'est naturellement des nombres complexes, donc A est formé d'une, 2, 3, 4 et 5 colonnes. La sixième naturellement c'est B, c'est le petit b, et de 3 lignes. Donc là, ce que l'on va faire, c'est essayer de construire les variables libres. Alors la première chose, c'est qu'on va appliquer une fonction Gauss-Jordan. C'est la fonction partial pivoting, c'est-à-dire qu'elle va travailler uniquement sur les colonnes. Donc là, elle va prendre la première colonne et elle va mettre 0 sur la truc. Et puis là, il n'y a plus de pivot. D'accord ? Il faut qu'il n'y ait plus de pivot, naturellement, pour qu'il y ait des variables libres. Alors, comme elle a 5 colonnes, on sait qu'il va y avoir une matrice avec 5 lignes. Donc, c'est la matrice AB qui va permettre de construire les variables libres. Il faut qu'elle ait 5 lignes, puisqu'il y a 5 colonnes. D'accord ? Et comme on a rajouté naturellement 2 colonnes supplémentaires, il nous faut rajouter 2 colonnes supplémentaires pour les variables libres, d'accord. Mais comme vous pouvez voir ici, par exemple, on a une matrice dont toutes les lignes sont identiques. Donc il n'y a qu'une seule ligne en fin de compte. Il n'y a qu'une seule ligne. Donc il va y avoir, comme c'est une matrice qui a ici 5 lignes et 5 colonnes, il va donc y avoir 4 variables libres. D'accord ? Là, on a construit la matrice des variables libres, on a simplement copié le résultat de Gauss-Jordan dans une matrice où il y a 5 colonnes, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est les 5 colonnes pour la matrice A. Et il faut aussi qu'il y ait 5 lignes. D'accord ? Et à ces 5 colonnes pour la matrice A, il faut rajouter une colonne pour la matrice B. Et ensuite, 4 colonnes pour la matrice, comment ça s'appelle, des variables libres. Là, il va y avoir exactement 4 variables libres. D'ailleurs, elles sont indiquées ici. Ici, première variable libre. Voilà. Ici, vous avez la matrice AB, d'accord, qui est formée d'une seule ligne. Toutes les autres sont toutes égales à 0. D'accord ? Ça, c'est dû au fait que la matrice est formée de 3 lignes identiques. D'accord ? Il me faut ce genre de matrice pour pouvoir créer des matrices singulières. Sinon, naturellement, c'est très dur d'avoir des matrices singulières puisqu'il faut qu'il y ait un rapport complet entre les parties réelles et les parties imaginaires de 4 colonnes. Donc c'est très très dur. Donc c'est pour ça, pour avoir des matrices singulières, je fais simplement des matrices avec des lignes identiques. Donc ici, on a donc notre première ligne qui est la seule qui n'est pas qui est vraiment appartient vraiment à la matrice A. Et là, ce sont les comment ça s'appelle dans un premier temps, les lignes de 0, c'est cette fonction-là qui met des lignes de 0.
Et cette fonction, d'ailleurs, elle s'appelle put zero row, mettre les lignes de zéro. D'ailleurs, je ne crois pas que qu'elle s'écrit vraiment comme ça, mais c'est pas grave, c'est put les trucs à zéro. Et là, mettre les variables libres. Donc il y a deux choses. Elle a mis les lignes de zéro. Normalement, elle a dû en rajouter deux, puisqu'il y avait déjà les trois premières de la matrice AB. Donc elle a dû en rajouter deux. Et ensuite, elle a mis les variables libres. Alors pour mettre les variables libres, c'est simple. On voit tous les pivots où il manque un 1, on le rajoute. Donc ici, là, il y est, c'est bon. Là, il n'y en avait pas, donc on l'a rajouté. Là, il n'y en avait pas, on l'a rajouté. Là, il n'y en avait pas, on l'a rajouté, puisque c'était toutes des lignes vides. Et le dernier pivot, il est là. Et quand on a rajouté les pivots, pour chaque pivot, ici, pour ce pivot-là, il y a naturellement la valeur de la colonne qui correspond. Pour ce pivot-là, il y a la valeur de la colonne qui correspond ici. Pour ce pivot-là, il y a la valeur qui se présente ici. Et pour le dernier pivot qui se trouve ici, il y a la valeur qui se trouve ici. Donc ça, on l'a déjà vu dans les matrices standards. Alors là, c'est octave. Alors comme vous vous rappelez, pour faire des calculs corrects, il faut mettre au moins 8 chiffres après la virgule. Donc moi j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Enfin 10, moi j'ai mis 10 chiffres après la virgule, parce que vous avez vu dans des vidéos précédentes que si je mettais que 3 chiffres, octave et mon calcul n'étaient pas les mêmes, tout simplement parce qu'il n'aurait pas travaillé sur les mêmes nombres. Donc là, j'ai mis les 9 chiffres après la virgule pour être sûr. Et en plus, comme je vous ai expliqué, Octave refuse le formatage au moment où on fait des copies. Il formate très bien en visuel, mais quand on veut recopier une matrice, il faut que tous les chiffres soient bien collés les uns après les autres. C'est pour ça que vous avez ici une matrice un petit peu pas très jolie. Donc là, c'est la matrice avec les 8 chiffres après la virgule, les 10 chiffres, et là, c'est la commande. Donc on va essayer, on va appeler Octave. Voilà. Et là, vous voyez, Octave, il affiche bien correctement tous les trucs. Mais si j'avais essayé de formater ici les nombres, Octave aurait refusé de le prendre en compte. Pour qu'Octave les affiche, il faut que tous les chiffres soient collés les uns aux autres. Et naturellement, par exemple ici, c'est pas très joli. Par contre, une fois qu'il affiche, Octave les affiche de manière tout à fait intéressante. Donc, c'est où la solution? La solution, je ne sais pas où c'est qu'elle est. Enfin, elle doit être quelque part. Alors, bon, peut-être qu'on va commencer par faire notre solution. Donc là, ici, on a notre solution, qui est théoriquement la même qu'Octave. Donc là, il y a la partie où tous les matrices, voilà, c'est la matrice identité. Donc moi, j'ai sélectionné uniquement, j'ai récupéré B. B, c'est 1, 2, 3, 4 et 5 colonnes. Alors il y a la colonne de B qui correspond à la matrice AB et il y a 4 colonnes qui correspondent aux valeurs propres. Donc c'est ici que c'est marqué, d'accord? C'est les B plus les valeurs propres. Donc on va vérifier par rapport à Octave. Voilà. Donc c'est ici les valeurs. Oh là, d'accord. Voilà. Alors, il faut trouver ces trucs avec Octave. Alors, où tu es? Voilà, ça. Voilà. Là c'est la matrice de calcul qui est écrite correctement par Octave. Et là, c'est le résultat. Donc, c'est ici le résultat qui commence. Voilà. Donc, ici, on a les mêmes valeurs. De 20, 63, truc. Et ensuite, on va en dessous. Voilà. Alors là, on va prendre les valeurs en dessous. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. 1052, 1000, 3603, 1. Voilà, on a toutes. Et le dernier valeur en dessous, voilà.
c'est ici, c'est la dernière valeur. Donc on a bien le bon calcul. Donc on va relancer l'exemple. Alors vous vous rappelez, pour savoir si un programme bug, j'appuie comme ça pendant un moment sur le truc. C'est très important puisque ça m'est arrivé que ça marchait pour 3 exemples et le 4e ça buguait, et si je n'avais pas fait le 4e j'aurais jamais su. Alors là c'est pour ça que maintenant j'ai l'habitude de faire comme ça sélectionne des dizaines d'exemples. Alors maintenant on va en faire un nouveau, on va faire celui-là. Voilà. Donc là il y a une matrice. Alors toutes les matrices ont 3 lignes et 5 colonnes. Voilà. C'est ici que j'ai décidé, voilà, il y a 5 lignes, d'accord, 5 colonnes. Voilà, R ici, ça devrait être des colonnes. C'est 5 colonnes, 5 colonnes, et il y a marqué aussi, là c'est pour le B, c'est pour ça qu'il y a marqué 5 colonnes, d'accord. Et là, 3 lignes, c'est-à-dire il y a les 5 colonnes, moins les 5 lignes, moins 2 lignes, ce qui fait 3 lignes pour les AB. Par contre, pour AB free, il faut qu'il y ait 5 lignes, d'accord, 5 colonnes, puisqu'il faut que la matrice soit entière. Bon, ben là, on va faire cet exemple, et puis après, on va en faire un deuxième en changeant le nombre de trucs. Alors là, on a AB, hein, toujours 5 lignes. C'est compliqué en complexe, puisqu'un nombre, une colonne, c'est 2 nombres, partie réelle et partie complexe, donc ça fait un petit peu brouillon, mais enfin, c'est pas grave. Donc on a nos 5 lignes, nos 5 colonnes, d'accord, 1, 2, 3, 4 et 5, et la colonne de B, AB, d'accord. Donc là on applique Gauss-Jordan, partial pivoting, c'est-à-dire qu'il ne travaille que sur des colonnes, il ne travaille pas sur la matrice entière par rapport au total pivoting. Donc là il met le pivot à 1 puis 0 sous le pivot à 1 puis 0 sous le pivot. Et puis là, on voit qu'on a une ligne qui est nulle. Alors pour appeler, donc là, on a 2 valeurs qui sont déjà définies, 1 et 1. Donc il va falloir ajouter 3 variables libres. D'accord? Donc là, il y a une ligne de 0. Il va falloir rajouter 2 lignes pour avoir 5 lignes. C'est ici la construction. C'est ici cette fonction qui rajoute les 2 lignes. D'accord? Et cette fonction qui met des 1 là où il manque. Donc là, le premier 1 ne manque pas puisqu'il y a des valeurs. Le deuxième 1 ne manque pas puisqu'il y a des valeurs. Par contre, la troisième colonne n'a pas de pivot. Hein? La troisième colonne, ici, c'est une ligne de 0. D'accord? Donc elle n'a pas de pivot. Donc c'est là la fonction put free variable. Donc qui met un 1 ici, qui met un 1 ici, et qui met un 1 ici, ça sera donc 3 variables libres. D'accord? Et naturellement, pour chaque variable libre, il faut une colonne de variables libres. C'est pour ça que cette valeur-là est en relation avec cette valeur-là. Cette valeur-là, elle est en relation avec cette truc-là, et cette valeur-là, elle est en relation avec cette valeur-là. Et naturellement, moi j'ai essayé que ça soit, comme là j'avais fait des matrices de taille 5,5, j'ai mis 4 variables libres plus le B, donc ça fait 5. Et par exemple ici, comme il n'y a que 3 variables libres, hein, c'est ici une variable libre, une variable libre, une variable libre, il y en a une qui est nulle. Mais c'est pas grave, quoi. C'est juste pour que le travail soit toujours, parce que je ne peux pas savoir le nombre de variables libres tant que je n'ai pas appliqué Gauss-Jordan. Donc là, j'ai décidé, comme le maximum c'était 4 variables libres, j'ai donc mis automatiquement 4 colonnes plus le B, donc ça fait 5 colonnes pour les B avec les variables libres. Et comme ça, s'il n'y a qu'une seule variable libre, ben, il n'y en aura qu'une colonne qui sera occupée. Les autres apparaîtront quand même, mais elles seront toutes nulles. Donc là, on va récupérer. Alors là, la même chose. Hein. C'est pas joli, mais si je formate correctement le code pour Octave, eh ben, Octave le refuse. Donc c'est pour cela. Donc là, je le lance.
Par contre, Octave, une fois qu'il a affiché, il affiche correctement. Donc ça, ma matrice, elle doit être ici. Hein. Donc moi, je vais faire ici, donc là, j'ai ma résolution, d'accord? Et donc ici, ça doit être B. Et alors là, c'est la matrice, elle est sous forme identité, d'accord? La matrice A, elle est sous forme identité, donc j'ai résolu mon système. Et ça, c'est B, et ça, c'est la première variable libre, la deuxième variable libre, la troisième variable libre, et la quatrième variable libre n'existe pas, elle est nulle, mais elle est quand même affichée comme étant nulle, parce qu'il peut arriver que ce type de matrice, avec ces données-là, elle peut avoir 4 variables libres, donc moi j'ai préféré les mettre, et si elle n'a pas besoin, elles sont juste nulles. Donc là, on va juste afficher, comme la partie de A est une matrice identité, je l'ai supprimée, je ne garde juste que la partie B, d'accord, pour que ça soit plus facile à vérifier. Voilà. Donc là, on va mettre notre partie B et on va voir est-ce qu'on a les mêmes valeurs. Alors, où es-tu? Voilà, donc voir. C'est toujours impressionnant parce qu'en nombre complexe, si vous faites comme ça, là vous dites qu'il n'y a pas les mêmes valeurs. Mais comme c'est difficile quand il y a plusieurs trucs. Donc voilà, donc là on a nos 42, 45, 42, 45, truc. Ici, on a nos valeurs là. Et oui, on ne les a pas présentées comme octaves. Voilà, on a les valeurs là. Là aussi, 83, 46. Et il y en reste encore une. Et non, là c'est une colonne de 0. Et bien c'est aussi la colonne de 0. Voilà. Donc là, je vais faire... on va faire 2. Non, on ne va pas faire 2, on va faire 3. On va voir ce que cela donne. Il est possible que ça plante. Pourquoi ça planterait? Là, il y a 3, donc il va rester qu'une ligne, donc ça ne va pas. Donc là, il faut que j'enlève un seul. Parce que si je fais 3 lignes et trucs, là, ça on va voir. Hein. Je n'ai pas essayé avant. Donc là, on a une matrice de 2, d'accord? Donc là, on résout naturellement, comme c'est 2 lignes identiques, et bien, pas de chance, c'est 0. On va voir après si on arrive à avoir 2 lignes qui ne sont pas identiques pour voir comment ça fait. Donc ici, on a notre variable libre. Oui, je ne suis pas sûr que ça va marcher. 1, 2, 3, 4. Oh, ben on va voir. Hein. On va voir. Donc là, on va mettre... Donc là, vous vous rappelez, à la première partie, c'est des matrices, comment on dit, la matrice identité. Donc on garde juste cette partie-là qui sont les parties trucs. Alors là, il y a 1, 2, 3. Ah ben oui, il y a 3. J'avais peur parce que, en fait, il y a vraiment, c'est une matrice 3, 3. J'avais peur qu'il manquait des lignes. Non, non, c'est une matrice 3, 3, donc il n'y a aucune raison. Donc ici, naturellement, il y a B. D'accord? Ces 2 lignes, ces 2 colonnes sont nulles puisqu'il n'y a pas de valeur. D'accord? Donc là, on va réduire. Normalement, c'est bon. Et oui, c'est bon. Donc là, on a nos 3 trucs. Et là, on a nos 3 valeurs. Voilà. Voilà, on a les valeurs 87, 47, 27, 44, 150, 150, 845, 845 et 365. Voilà, donc ça marche.
Alors, pour mon travail, c'est un peu complexe, hein, c'est vraiment même très complexe, surtout par ma présentation. Donc là, j'ai choisi de créer une fonction qui fait des matrices aléatoires. Et pour qu'elle soit singulière, il faut qu'il y ait des lignes identiques. Donc c'est pour ça qu'il y a des lignes identiques pour que les trucs. Donc c'est normal que la matrice soit singulière, qu'il y a des lignes identiques. J'aurais pu les rendre moins identiques en les multipliant, mais j'ai voulu faire simple pour avancer un peu. Ensuite, il y a la matrice ici libre. Le problème de la matrice libre, il faut qu'elle ait autant de colonnes que de variables libres. Et quand on travaille sur des matrices aléatoires, on ne peut pas savoir à l'avance. C'est pour ça que moi j'en ai mis un peu plus, comme ça éventuellement, au pire, elles sont nulles, mais il n'en manque pas. Donc voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'en avais mis 5, j'en avais mis un peu plus. Alors, il y a la première fonction, c'est la fonction Gauss-Jordan, c'est une nouvelle, elle fait du partial pivoting, c'est-à-dire qu'elle travaille uniquement sur une colonne. Elle prend le meilleur pivot, c'est la valeur la plus grande dans la colonne, elle la met en haut, elle le met à 1 et puis 0 sous le pivot. Puis elle prend la deuxième colonne, elle cherche la meilleure valeur dans la deuxième colonne, elle la met à 1. Alors la meilleure valeur, c'est la norme, puisque on travaille normalement avec, en matrice standard, c'est la valeur absolue du nombre, on choisit la plus grande valeur absolue. Et pour les nombres complexes, naturellement, il n'y a pas de valeur absolue, donc on prend la norme. On prend tout simplement la norme du nombre complexe. On prend le carré de x plus le carré de y et on prend la racine. Je ne prends même pas la racine, je pense que je garde le carré et je prends cette plus grande valeur. C'est celle-là qui est choisie. D'accord ? Ça, on l'a vu aussi dans les exemples qui choisit le meilleur pivot. Donc là, c'est un pivot un peu particulier puisqu'il travaille sur les colonnes au lieu d'être sur la matrice. Là, il y a la fonction qui rajoute des zero row. Voyez, donc le nom c'est put zero row, mettre les lignes de zéro, d'accord. Et ensuite ici il y a put free variable, c'est la fonction qui rajoute les 1 qui manquent, les pivots 1 qui manquent et les 1 sur les colonnes qui correspondent aux variables. C'est cette fonction qui fait ça. Vous pouvez l'afficher pour voir exactement. On peut le faire. Alors, voilà, je vais prendre là. Alors, voilà, je vais mettre ici, effacer aussi. Voilà, effacer aussi. Je vais mettre stop. Voilà, ça c'est juste pour vous montrer le travail de ces deux fonctions. Alors on va imprimer A et AB free, d'accord. Donc là il y a AB et AB free pour qu'on voit bien le travail qui est effectué. AB free. Alors on va récupérer ici AB. Et AB free. Voilà, ici. AB free. Donc, AB free ici. Voilà. Alors, ici, dans l'algorithme, on affiche AB. Ici, on utilise l'algorithme de Gauss-Jordan. Donc, il va mettre 0, il va choisir les bons pivots et mettre 0 sous les pivots. C'est ici que les choses se font. Et donc, on se retrouve donc avec une matrice de travail. Et sur cette matrice de travail,
on va afficher les pivots. Donc, on va rajouter les lignes de 0. Et là, on va rajouter les variables AB fruit. Donc là, on va rajouter AB fruit. Donc là, on va rajouter, donc on va lancer tout simplement. Alors là, on a notre AB. Oh ben, peut-être que je vais remettre 5. Ça sera mieux, il y aura plus de lignes, ça sera plus visible. Donc ici, donc on a notre matrice AB, d'accord? Alors la première partie, donc là c'est la matrice AB. La première partie, on applique Gauss-Jordan, ça met des 1 partout sur les pivots où c'est possible. Là, il n'y a plus de pivot, hein, tant pis, hein, il n'y a pas de pivot. Ça met 1 et 0 sous le pivot, 1 et 0 sous le pivot. Donc là, on a notre matrice. Ah, pourquoi vous n'êtes pas apparu, vous? Voilà. Donc là, on a mis les trucs. Ah, j'ai pas mis le stop. J'ai oublié le stop, là. Voilà. Il faut mettre le stop ici, sinon on ne voit pas. Donc on recommence. Alors là, on a notre matrice AB. D'accord? Là, on applique Gauss-Jordan. Donc on met 1 et 0 sous le pivot, 1 et 0 sous le pivot. Ensuite, là, on a deux lignes vides. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a deux lignes qui sont identiques. Cette ligne-là est identique à celle-là, et celle-là est identique à celle-là. Donc, ça fait qu'on a deux lignes identiques. Alors, ici, c'est la matrice AB de départ. Donc là, il manque deux lignes de 0. Donc, elles sont rajoutées. Ici, il manque une ligne de 0. D'accord, on rajoute les deux lignes de 0 et par la même occasion on rajoute les colonnes pour les matrices libres. Donc il y en a 1, 2, 3, 4. Voilà, il y en a 4 qui sont rajoutées, d'accord, puisqu'il y a la possibilité d'avoir entre 2 et 4 variables libres, donc il faut qu'il y ait l'espace. Là c'est B. Donc là, on a vu, c'est dommage que je n'ai pas marqué, ça c'est AB après Gauss-Jordan, et ça c'est AB quand on a rajouté les deux lignes supplémentaires, avec en même temps les colonnes pour les variables libres. Et là, je n'ai pas marqué, mais c'est ici que l'on a installé les... Voilà. Alors ici, il y a le pivot, c'est bon. Ici, il y a le pivot, c'est bon. Et là, on a rajouté un pivot. Et là, on a rajouté un pivot ici. D'accord? Et ensuite, on a rajouté, comme on a rajouté ce pivot ici, on a rajouté pour la colonne libre, une colonne libre de variables libres ici. On a rajouté un pivot ici. Donc, il y a une deuxième colonne de variables libres ici. Et on a rajouté un pivot, donc ici il y a une troisième colonne de variables libres. D'accord? Et ici c'est la colonne, voilà. Ça c'est ce que fait ce travail-là. Alors, on affiche AB, on applique Gauss-Jordan, on met donc 1 et 0 sous le pivot. Ici on ajoute les lignes de 0 avec les colonnes de 0. Ici, avec... non, ici, c'est ici, pardon. Avec cette fonction-là, on ajoute les lignes de 0 qui manquent, ainsi que les colonnes pour les variables libres. Ici, on rajoute comment ça s'appelle déjà? On rajoute les 1, là où il faut, les 1. Et ensuite, donc, on a nos trucs. On se retrouve donc avec une matrice voilà. On se retrouve donc avec une matrice à résoudre. Il faut naturellement mettre 0 au-dessus des pivots. Là,
Voilà. Et c'est ici que l'on met les zéros au-dessus du pivot. Donc là, c'est rajout des lignes, variable libre. Et c'est ici qu'on a résolu le système. C'est-à-dire qu'il y a 0 au-dessus des pivots et 0 en dessous du pivot. Et c'est, pour ne pas me compliquer la vie, je n'ai pas fait le même algorithme avec la matrice. J'ai simplement rappelé la fonction Gauss-Jordan qui reprend tout et qui remet tout en ordre. D'accord ? Qui met 0 sous le pivot, au-dessus des pivots. Et ensuite, eh bien, ici, c'est la fonction qui récupère B, d'accord, qui permet d'afficher B. Donc c'est un peu compliqué d'un point de vue visuel parce qu'il y a les matrices, les nombres complexes, ça, c'est un truc. Alors là, c'est la version. On a vu, qui utilise la fonction qui met des valeurs singulières. Donc là, on va prendre cette deuxième version. Là, ça va utiliser des matrices aléatoires standards, sans rien de particulier. On va voir si ça fonctionne aussi. Alors là, on a des matrices standards. Vous voyez, les chiffres sont tous différents. Hein, il n'y a plus du tout le même principe. Alors là, il y a un pivot, 2 pivots, 3 pivots. Donc là, la matrice, elle a ses pivots partout. Mais comme elle a plus de colonnes que de lignes, il manque quand même 2 lignes de variables libres. D'accord ? Là, on a une matrice tout à fait bien construite. Le problème, c'est que comme il y a 1, 2, 3, 4, 5 colonnes et qu'il n'y a que 3 lignes, il manque 2 lignes, d'accord, pour résoudre. Donc là, c'est la fonction qui rajoute 2 lignes. Naturellement, elle rajoute 2 lignes de 0 ici. D'accord ? Et la fonction put variable, là, qui rajoute des 1. Donc elle rajoute 2 lignes. Donc il y a 1 ici, 1 ici pour la position des pivots. Et ce 1 là correspond à cette colonne-là. Et ce 1 là correspond à cette colonne-là. D'accord ? Ça, c'est la colonne des variables libres d'ici, de ce truc. Là, c'est la colonne des variables libres de cette partie-là. D'accord ? Et là, naturellement, il y a 2 colonnes qui ne sont pas utilisées, hein, puisqu'il n'y en a pas besoin. Elle serait utilisée si ici il y avait des lignes de 0. Mais là, il n'y a pas eu de 0. Le système est bien construit puisqu'il n'y a pas la fonction singulière. Donc c'est très difficile d'avoir des matrices singulières avec des fonctions aléatoires. Il faut vraiment les construire pour les avoir. Donc là, c'est octave. Hein. Alors, c'est toujours pas très joli. Mais si c'est pas joli, c'est parce que les nombres doivent être collés les uns aux autres, sinon ça ne marche pas. Et moi, j'ai choisi de mettre 10 chiffres après la virgule pour avoir de bons calculs par rapport à octave. Voilà. Donc là, on va voir. Alors là, c'est le résultat avec octave. Alors là, c'est la résolution avec Gauss-Jordan. Hein. Donc on a nos pivots avec 1 au-dessus au-dessus et en dessous des 1 des pivots, il y a 10 zéros partout. D'accord ? Et naturellement, là, ici, la première colonne, c'est B. Et là, c'est première variable libre, deuxième variable libre. Et là, c'est des variables libres virtuelles au cas où elles sont nulles parce que la matrice A était bien construite. Donc là, on va récupérer juste la partie de B. On va voir. Hein. Juste cette partie-là. 720. Voilà, là, il y a B. Et là, il y a les 2 variables libres. Et les zéros partout. J'ai fait ça pour que l'on puisse mieux voir le résultat. Hop, hop, hop. Alors maintenant, ce qu'il va falloir, c'est essayer de voir si c'est les bons. Alors ici,
c'est notre premier truc. Oh là. Voilà. On voit, hein, 720, 720, 443, 443, 6, 6201, voilà. Donc pour la première truc. Ensuite ici, alors c'est ici. Voilà. On voit qu'on a les mêmes valeurs. Donc le travail fonctionne aussi bien pour hop là. Le travail fonctionne aussi bien même avec des matrices aléatoires, complètement aléatoires. Et en se disant une chose, c'est que naturellement dans les matrices complètement aléatoires, on aura très rarement de lignes identiques. Donc on va toujours avoir des pivots bien construits, donc une matrice avec des pivots bien construits, ça n'a pas de problème puisque on va toujours s'arranger pour qu'il y ait plus de colonnes que de lignes, donc on va devoir rajouter comme ici 2 lignes supplémentaires pour avoir nos variables libres. D'accord ? Donc ça c'est le deuxième exemple, c'est exactement le même algorithme. Donc on applique Gauss-Jordan sur les colonnes, mais attention, quand on applique Gauss-Jordan, il faut mettre 0 sous les pivots, mais au-dessus des pivots, il faut conserver les valeurs. D'accord ? Au-dessus des pivots, on conserve les valeurs. Sinon, bien entendu, on va perdre des informations. Avant, on ne mettra 0 au-dessus des pivots uniquement quand il y aura les variables libres. Et c'est cette fonction-là qui fait ça. Gauss-Jordan, elle ne fait que ça. Elle met 0 sous le pivot, elle choisit le bon pivot et elle met 0 en dessous. Voilà. Ensuite, là, il y a la fonction qui rajoute des lignes de 0, put 0 row, qui rajoute des lignes de 0. Par exemple, là, je crois qu'elle a rajouté 2. Et ensuite, ici, c'est la fonction qui met les variables libres, c'est-à-dire les points de pivot, elle les met à 1 et elle met un 1 dans les colonnes des variables libres. Voilà. Donc ça, c'est des trucs. Et ensuite, naturellement, il suffit de résoudre ensuite uniquement le système. Alors dans la version précédente, j'avais fait juste la partie qui, au lieu de réutiliser Gauss-Jordan, comme j'ai fait ici, j'avais utilisé la fonction qui met juste des zéros au-dessus du pivot. Là, comme je voulais aller assez vite et je ne voulais pas me fatiguer, j'ai donc directement utilisé la fonction Gauss-Jordan et ça donne exactement le même résultat. Ça fait juste du travail supplémentaire pour rien, mais le résultat est identique. Et là, c'est la fonction qui copie B de AB dans B, d'accord ? On a donc AB et on veut copier B, récupérer B, et B, ça correspond au B réel plus les variables libres. Et on va voir le dernier exemple. Alors dans le dernier exemple, c'est juste... le dernier exemple, c'est juste que vous choisissez vos propres valeurs. Donc là, j'ai choisi les propres valeurs. D'accord ? Donc on va voir ce que ça donne. Alors, ben voilà, hein, c'est... Ah oui, l'intérêt que je n'ai pas réussi à avoir avec les variables libres, les valeurs aléatoires. Alors le pivot, il est à 1 ici, d'accord ? Et normalement, j'avais bien le pivot ici avec une ligne de 0, par exemple en dessous. Et là, j'ai réussi à avoir, puisqu'on parle avec des variables libres, avoir 1 ici, et cette valeur-là, ce pivot-là est à 0. Il est déplacé ici. Hein, et voir si cela fonctionne quand même. Voyez ? Et on va voir si mon travail fonctionne quand même, malgré le fait que jusqu'à présent, on a vu que les pivots se suivaient bien. Il y avait des zéros après, mais là, les pivots ne se suivent plus. Donc on va voir si ça marche encore. Alors c'est dommage, hein.
ça marche, mais je ne peux pas vous le montrer. Donc ça marche, on a bien un pivot là, le pivot là, avec cette ligne-là, elle a été rajoutée. D'accord ? Elle a été rajoutée entre deux valeurs pour mettre le truc, et le pivot là, et ensuite le quatrième pivot, il est bien là. D'accord ? On va voir le truc, on va vérifier le calcul. Alors, là, c'est compliqué au niveau visuel, parce que quand il y a des nombres complexes, une colonne, c'est deux lignes, donc c'est pas facile à lire. Donc là, on a donc notre résultat qui est ici. Alors ici, on voit que tous les pivots sont à 1. On a bien résolu avec GoJordan. Tous les pivots sont à 1. Au-dessus, c'est 0. En dessous, c'est 0. Et là, donc, on a notre résultat. Alors, comme il n'y a que de variables libres, la troisième, eh ben, elle est nulle. D'accord ? Voilà. Ah non, il n'y a peut-être qu'une seule variable libre. Et oui, il n'y a qu'une seule variable libre, puisqu'il y a 4. Oui, il n'y a qu'une seule variable libre. Bon, de toute manière, on va voir. Voilà, donc là, il y a le résultat. Alors, par contre, j'ai oublié de récupérer GoJordan. Alors, il faut récupérer GoJordan. Alors, il faut réduire. Oh là. Alors la solution est ici. Et la solution est ici. Voilà. Donc 53, 13, 717, 19, 35, 29. Voilà, on a bien les mêmes résultats. Alors là, je vais juste vous montrer. Donc l'algorithme, c'est exactement le même, mais je vais juste vous montrer ici comment on peut faire. Alors récupérer ces deux choses. Donc là, stop. Donc là, je vais juste vous montrer. Et c'était difficile à trouver parce que je n'arrivais pas à voir la bonne matrice. Je vais vous montrer ce dont je parle. Donc là, on a notre matrice. Voilà, le problème, c'était d'arriver à avoir une matrice où il y a un 0 ici et que le pivot là soit déplacé pour savoir si mon travail fonctionnait encore. Donc là, on a notre matrice qui est déplacée. Hein, et là, c'est AB. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai oublié de changer les noms. AB, c'est AB3 ici que je veux afficher. Puisque si j'affiche deux fois AB, on ne comprendra pas pourquoi AB3. Voilà. Donc, le problème, voilà, on a notre première matrice, et là, avec des valeurs aléatoires, je n'arrivais pas à avoir ce pivot-là qui soit nul, alors qui est déplacé d'une colonne, pour savoir si mon travail fonctionnait toujours. Alors là, on a toujours notre pivot AB, avec un déplacement du pivot qui se trouve ici. Donc il faut qu'il y ait une ligne nulle entre cette valeur-là et cette valeur-là. Et mon travail, donc là, on a notre ligne qui est là. Là, il manque une ligne de 0 puisque le pivot, là, il est déplacé. Et bien, mon travail rajoute bien la ligne de 0 ici. Vous voyez, elle rajoute bien la ligne de 0. Et ce qui permet d'avoir véritablement le pivot 3 dans la troisième colonne. Alors que là, le pivot, là, ça serait le pivot 2,
puisqu'il est dans la deuxième ligne. Mais en fait, il appartient à la troisième colonne et à la troisième ligne, d'après sa position dans les colonnes. Et donc pour cela, il fallait que mon algorithme rajoute une ligne de 0 ici, et il le fait bien. Et j'ai eu des difficultés à trouver le bon algorithme parce que je n'arrivais pas à avoir ce type de matrice. D'accord ? Donc là, j'ai réussi, donc j'ai eu ce type de matrice et donc j'ai vu que ça rajoutait bien une ligne de 0. Une ligne de 0. Donc là, on a vu que ça ajoutait bien une ligne de 0. Maintenant, on va voir si ça ajoute bien. Alors, comment on va faire? Si ça ajoute bien le pivot au bon endroit. Donc là, je supprime les trucs. Donc là, vous avez vu que la ligne de 0 était bien positionnée. Maintenant, on va voir si la ligne qui est bien, le pivot est bien installé au bon endroit. Donc là, on a un petit problème. Ici, le pivot, il a été décalé sur la droite, d'accord ? Donc on a vu que l'algorithme a bien rajouté une ligne de 0 entre ces deux lignes. Donc tout va bien. Maintenant, on va voir si le pivot a bien été positionné. Voilà. Donc là, algorithme précédent, on a rajouté cette ligne de 0. D'accord ? On voit qu'il n'y a que des lignes de 0. Et la deuxième fonction, la fonction put the three variables, mettre les pivots, des variables libres, elle met bien le pivot au bon endroit. D'accord ? Et une fois qu'elle a mis le pivot ici au bon endroit, dans la colonne ici, là c'est la colonne de B, et là c'est la colonne de la première variable libre, il y a bien cette valeur-là. D'accord ? Voilà. Et en dessous, les autres pivots étaient déjà, ce pivot-là et ce pivot-là étaient déjà donnés dans la matrice. Vous voyez ? C'était ce pivot-là et ce pivot-là étaient déjà introduits dans la matrice. Et donc moi, j'ai simplement rajouté un seul pivot, et j'ai rajouté une seule ligne et un seul pivot. Et ce pivot a donc une seule colonne. Une seule colonne, la dernière colonne ne sert à rien. D'accord ? Voilà, donc ça c'est bon. Voilà. Donc on a vu la fonction put de 0. Je n'étais pas sûr qu'elle fonctionne mettre des lignes de 0 parce que j'arrivais pas à voir comme je vous ai expliqué. Donc c'est tout. Hein. Alors vous risquez d'être un peu perdu puisque j'ai tout changé. Alors la bibliothèque se présente de cette manière maintenant. Et pour chaque exemple, pour chaque truc, donc vous téléchargez naturellement tous les fichiers H dans l'ordre, en commençant par naturellement création de matrice, hein, le premier, même mieux, avant la création de matrice, il y a les utilitaires, il faut faire dans l'ordre, sinon ça ne fonctionnera pas. Commencer par les utilitaires, puis les matrices, voilà. Et j'ai essayé, sauf quelques rares cas, trucs, c'est par exemple ici, vous téléchargez tous ces fichiers H et ensuite vous avez un exemple, juste pour tester s'il ne vous manque rien. Si l'exemple fonctionne, c'est que vous n'avez pas oublié de trucs. L'idée, c'est que en 1h30, c'est ce que j'ai testé, en 1h30, je peux télécharger toute cette bibliothèque, d'accord, et j'aurais fait autant de tests qu'il y a de... Voilà, je télécharge ça et je fais toujours au moins un test. Et pour véritablement le travail, donc là ça veut dire qu'en 1h30, vous avez téléchargé toute la bibliothèque sans savoir et tester que cela fonctionne. Et ensuite, pour véritablement travailler, c'est une deuxième partie. Alors la deuxième partie, là il y a des exemples. Par exemple, afficher,
vous avez toutes les fonctions qui affichent, d'accord, les différentes. Là, alors c'est la fonction qui affiche normalement. Là, c'est affiché avec des virgules. Là, c'est affiché uniquement la partie réelle. Là, c'est affiché toute la structure de la matrice. Là, c'est affiché dans un fichier texte, etc. Donc, j'ai essayé de modifier un petit peu la présentation. Donc, les vidéos risquent de ne pas correspondre, mais en règle générale, par exemple, elles ont gardé le même nom. Par exemple, il y a une vidéo qui parle des matrices carrées et de déterminants non nuls. Ça n'a plus la même présentation, mais ça a le même titre, donc vous pouvez retrouver les exemples dans la partie propriétés et applications. Donc, vous téléchargez en 1h30 tous les exemples, les fichiers H, en faisant un test à chaque unité pour être sûr qu'il ne vous manque pas de fichiers. Si ça bloque en règle générale, c'est parce que vous avez oublié un fichier. Et ensuite, vous pouvez commencer à travailler sur un des exemples qui vous intéresse. Merci.